2004, le Mali dispose d'un plan national d'accès à l'eau potable. Celui-ci prévoyait de réaliser environ 11 000 points d'eau sur l'ensemble du territoire national, y compris les régions du Nord. Mais en 2012, la crise institutionnelle et sécuritaire que le pays a connue s'en est mêlée et a provoqué la suspension de la coopération avec les partenaires, surtout dans le secteur de l'hydraulique. Les régions de Gao, de Tombouctou et de Kidal, qui ont été occupées par les groupes armés, et le nord de la région de Mopti ont vu leur taux d'accès à l'eau potable chuter drastiquement en dessous de 62% pour la région de Tombouctou, de 39,8% pour la région de Gao et de 26% pour la région de Kidal. Avec la crise, le service a connu une dégradation énorme. Au niveau des capitales régionales, l'approvisionnement en eau potable était assuré de façon anormale. Et en milieu sédentaire et même en zone nomade, les points d'eau également ont subi des dégradations, ce qui fait que le taux d'accès a connu une certaine chute pendant 2 années. Il s'agit de l'année 2012 et 2013. Un tour aujourd'hui dans ces zones du Nord. Les populations ont toujours des souvenirs vivaces des efforts qu'ils fournissaient pour se procurer de l'eau potable. Il n'y avait qu'un seul puits presque dans tout Kabara. C'est sur ce puits-là que les femmes se battent. Les femmes, d'autres se réveillent depuis 2 heures du matin, d'autres se réveillent à 4 heures, ça dépend de l'heure où tu as pu te réveiller. Elles se battent sur ce puits-là. Elles passent toute la journée. Tu peux venir juste depuis 5 heures du matin, tu ne trouves qu'un seau d'eau. Donc ce seul seau d'eau-là ne suffit pas pour tes besoins. Au moment de crue, au moins ça soulage parce qu'elles vont faire tous leurs besoins au fleuve. Elles font le linge, elles lavent les ustensiles, elles se lavent là-bas. Quand l'eau se retire, le même problème revient encore. D'autres abandonnent carrément le puits, elles portent des bidons sur des dos d'âne pour aller jusqu'au niveau de l'aéroport, pour aller chercher d'eau. D'autres creusent des trous au niveau là où le fleuve était pour chercher d'eau. Donc tout le monde, chaque femme se débrouille pour avoir au moins un seau d'eau pour pouvoir préparer son repas du jour. À un moment donné, quand vous venez ici, c'est pas facile de voir les femmes parce que le matin, la première chose d'abord à faire, c'était d'aller au fleuve ou d'aller chercher au moins un seau d'eau ou 2 seaux d'eau pour pouvoir vraiment entretenir la famille. La communauté était vraiment confrontée à des difficultés auparavant parce qu'il n'y avait que 2 forages et ces 2 forages n'alimentaient pas à tout moment la population. Vous voyez même ce forage qui est ici à l'école est en panne. Donc on faisait face à des difficultés énormes. Hein. Qui connaît Danga, les années passées, les femmes allaient parcourir 1 kilomètre, allaient puiser de l'eau dans des mares, des mauvaises eaux qui ne sont même pas traitées. Pourtant, il existait un minimum d'infrastructures d'eau dans la plupart de ces localités. Avec la crise et la situation de l'approvisionnement en eau potable a beaucoup empathie, notamment avec la dégradation des infrastructures, le vandalisme et les services techniques aussi ne sont pas restés en marche. Donc les bureaux, les matériels, tout ça a été saccagé, sinon volé aussi. Les principales sources d'approvisionnement en eau potable étaient devenues soit le fleuve Niger, soit les mares ou autres puits à grand diamètre, fournissant de l'eau souvent de mauvaise qualité. C'est pour faire face à ces problèmes cruciaux d'accès à l'eau potable que l'Union européenne, à travers sa commission pour l'action humanitaire, a monté le projet cadre commun en eau, hygiène et assainissement pour le lien entre l'urgence, la réhabilitation et le développement. Un projet de près de 2 milliards de francs CFA sur la période de juillet 2014 à juin 2015. Il a concerné les régions de Gao, Tombouctou, Kidal et le nord de la région de Mopti. Les résultats attendus du projet étaient au nombre de 3. Le premier résultat était plus par rapport à l'élaboration d'une étude sur la gestion des points d'eau. Et il y avait aussi les aspects de plaidoyer, de capitalisation, de partage et d'harmonisation.
Le deuxième résultat était l'élaboration d'un plan de formation pour la direction de l'hydraulique et aussi la mise en œuvre d'activités de renforcement de capacité pour les partenaires. Et le troisième résultat était pour la réhabilitation des ouvrages. Donc il y avait à peu près 150 points d'eau à réhabiliter. Et aussi la mise en place des structures de gestion par rapport à ces points d'eau dans un souci de durabilité. Communément appelé projet CCWash LRRD, il a été exécuté à travers un consortium de 5 ONG plus l'UNICEF. Il s'agit d'Action contre la faim Espagne, de Handicap International, d'Oxfam, de Solidarité Internationale et de Elvia. Dans la région de Gao, il y a 3 ONG qui ont intervenu plus l'UNICEF. Bon, il y a une ONG qui a occupé le cercle d'Ansongo, c'est ACF, une le cercle de Gao, Oxfam, et une le cercle de Bourem, Elvia. Maintenant, c'est UNICEF qui coordonne tout ça. UNICEF a couvert presque toute la région avec les AES et SHVA. Pour la région de Tombouctou, on peut dire qu'il y avait 3 partenaires. Il y avait Solidarité Internationale qui intervenait dans la zone de Goundam, Niafonké et Diré. Il y avait Handicap qui intervenait dans les cercles de Gourmara-Rousse, notamment dans les communes de Goussi et de Unerden. Et puis il y avait l'UNICEF aussi. Pour l'UNICEF, c'était les additions d'eau sommaire au nombre de 7. Pour Solidarité, c'était au nombre de 30 points d'eau à réhabiliter. Et pour Handicap, c'était 32 points d'eau à réhabiliter. Tenenkou et Mopti Cercle ont été aussi couverts par l'UNICEF, de même que les cercles de Tessalit, d'Abebara et de Tinesako dans la région de Kidal. La coordination du cadre commun a été confiée à l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La stratégie adoptée a été non seulement de travailler avec des structures disposant de compétences dans le domaine, présentes sur le terrain, mais aussi de les regrouper dans un seul cadre commun. On a pensé que c'était plus intéressant de se mettre ensemble avec un même cadre logique afin de créer des synergies et des complémentarités sur le terrain. Parce qu'on a constaté que dans le passé, il y a beaucoup d'interventions assez dispersées et non coordonnées de la part des agences humanitaires dans le nord du Mali. Donc il y avait un vrai défi de coordination et d'harmonisation. Et dans ce but, on a souhaité donc travailler ensemble au lieu d'être séparés afin de pouvoir harmoniser nos outils de travail et avoir un impact beaucoup plus important sur le terrain. Le cadre commun a commencé par une harmonisation des outils et des pratiques. Un processus long et complexe dont dépendront les résultats du projet. On s'est assuré qu'il n'y avait pas de contradiction. Donc ça, on peut dire qu'on a pu atteindre ce résultat. En termes d'harmonisation, on a pu harmoniser certains outils, comme par exemple l'enquête CAP, l'enquête sur les capacités, les aptitudes et les pratiques, et aussi le diagnostic technique que les ONG ont réalisé sur les terrains. Donc par rapport à ces 2 étapes importantes du projet, nous avons élaboré des questionnaires uniques qui ont été utilisés par toutes les structures, et ce qui a permis de compiler une base de données unique avec les informations reçues de la part de toutes les structures différentes. Par rapport aux relations avec nos partenaires aussi, nous avons élaboré un mémorandum de collaboration unique qui a été signé par tout le monde, donc qui posait un petit peu les règles de la collaboration. Donc ça aussi, c'est un outil harmonisé. Et surtout, nous avons aussi toutes les rencontres que nous avons faites, nous les avons faites en commun. Donc tous les ateliers, toutes les formations, selon un agenda, des termes de référence qui ont été élaborés conjointement. Donc ça a permis aussi vis-à-vis de nos partenaires, à la fois les populations, mais aussi la direction de l'hydraulique, de pouvoir nous afficher comme un groupe avec un même discours, avec une même approche. La collaboration multipartite entre les 6 structures et les services techniques de l'eau, les communes, les populations, aura été de mise du début à la fin du projet dans un esprit de partenariat. La collaboration s'est très bien passée. D'abord, pour pouvoir circonscrire dans quel village nous allons intervenir, nous avons dû faire appel à la direction régionale de l'hydraulique avec la base de données dont ils disposent,
que nous sommes en service pour pouvoir circonscrire les villages dans lesquels nous allons intervenir. Et en plus de cela, la DRH aussi, nous avons collaboré avec eux pour le suivi des activités que nous avons mis en place et on les a invités sur le terrain. Ils ont suivi les entreprises pour voir comment les activités ont été, la construction a été faite. Nous avons formé une équipe de la DRH en ce qui concerne l'analyse de l'eau et on les a dotés de matériel d'analyse, un kit d'analyse de l'eau pour la bactériologie. Nous travaillons ensemble dans le cadre de l'harmonisation de nos interventions sur le terrain. Bon, il y a des ONG qui ont travaillé pour les autres membres du cadre commun par rapport à l'intermédiation sociale, surtout sur le terrain. Mais plus précisément par rapport aux activités ACF, nous, on n'a pas contractualisé d'ONG locales sur le terrain pour intervenir. Ce sont les agents d'ACF qui ont intervenu directement sur le terrain. Il y a eu intervention de 6 ONG ensemble, mais ces 6 ONG-là ont signé un contrat individuel et dans un cadre logique commun, à base d'un cadre logique commun et une méthodologie commune avec le bailleur. Donc ça, c'est pour faciliter le monitoring. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de problème. Les interventions sont presque les mêmes. Le travail sur le terrain a commencé par l'élaboration d'un programme de diagnostic permettant de faire l'état des lieux, ce qui a permis de jauger les besoins côté bénéficiaire et côté services techniques et de faire face aux besoins en matière de renforcement des capacités. Par rapport au diagnostic, nous avons eu un appui logistique et matériel. Parce que l'UNICEF nous a payé un nouveau véhicule pour pouvoir faire les activités sur le terrain, des diagnostics. Et un certain nombre de matériels comme les sondes électriques, les GPS, avec du matériel de bureau, des ordinateurs, des tables. Et vous convenez avec moi, quand on voit un peu notre situation ici, c'est meilleur par rapport à certains d'autres services, grâce à l'appui quand même qu'on a eu depuis le début. Après le diagnostic, il fallait prioriser. Donc il y a eu une priorisation des zones d'intervention. Après, il y a eu un second diagnostic par rapport aux additions d'eau sommaire. Mais c'était une quarantaine d'additions d'eau sommaire pour les 3 régions du Nord. Donc, après la priorisation de ces points d'eau, nous avons quand même choisi les endroits les plus nécessités, là où se trouvaient les populations quand même les plus affectées par la crise. On a procédé d'abord à l'identification des points d'eau affectés par la crise. Et après cela, on a procédé à l'harmonisation de nos outils de collecte de données et puis de nos méthodologies de travail entre les membres du cadre commun. En plus de cela, nous avons procédé à l'étude diagnostique-technique des ouvrages identifiés. Après cela, nous avons mené l'étude CAP initiale dans la zone du projet. Et puis, nous avons procédé à la mise en œuvre des activités sur le terrain. Bon, plus précisément, les activités ont concerné l'identification et puis la redynamisation des membres du comité de gestion des points d'eau. Puis nous avons procédé au renforcement des capacités des acteurs, tels que les services techniques de l'hydraulique, les ONG partenaires, les comités de gestion des points d'eau, les artisans et réparateurs. En plus de leur renforcement des capacités, ils ont été équipés pour qu'ils puissent bien mener leur travail sur le terrain. En plus de cela, nous avons mené des activités de sensibilisation à l'endroit de la communauté bénéficiaire à travers les émissions radiophoniques, la projection des films documentaires sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène d'assainissement, sans oublier la chaîne d'approvisionnement en eau potable. L'implication des populations a été l'une des conditions sine qua non pour une intervention. Depuis le début, les populations ont été vraiment impliquées.
dans les collectivités territoriales également, qui ont un rôle très important parce que c'est aux collectivités qui revient la maîtrise d'ouvrage dans le secteur de l'hydraulique. Donc tous ces acteurs ont été impliqués depuis les premières phases du projet. On les a impliqués dans l'information, donc il y a eu une transparence par rapport à l'information, au ciblage, aux critères de sélection des sites, etc. Et les ONG ont travaillé, et l'UNICEF également, avec des ONG locales qui sont issues de ces zones-là et qui ont mené tout un processus d'intermédiation sociale avec les populations locales. Donc il y a plusieurs étapes de cette intermédiation sociale. Il y a les sensibilisations à l'hygiène, par exemple avec les séances d'IEC, avec les boîtes à images, ou bien les messages radiophoniques. Nous avons aussi mené des activités de cinéma numérique ambulant avec les populations, ou de troupes théâtrales. Donc toutes ces activités ont permis vraiment d'impliquer les populations bénéficiaires. Avant d'intervenir dans les villages, nous passons d'abord par la commune. On informe les maires concernant ce que nous voulons réaliser. Une fois que la commune a été informée, nous partons auprès des chefs de village et nous faisons des focus group avec les villageois. Donc, une fois au cours de ces focus group, on les demande comment se fait-il que l'état des points d'eau se trouve à l'heure actuelle, pour comprendre pourquoi on s'est détouré à ce niveau. Et en plus de cela, nous leur demandons qu'est-ce qu'ils sont prêts à apporter pour changer et comment ils comptent gérer dans le futur si ça a été réhabilité, pour qu'on ne se retrouve pas dans l'état dégradé actuel. Dans pratiquement tous les villages que nous avons intervenus, chaque communauté s'est engagée à contribuer pour pouvoir apporter un appui financier ou l'appui physique. Des structures ont été commises pour l'intermédiation sociale. Notre travail, c'est vraiment d'accompagner les populations pour mettre en place des mécanismes pour une gestion efficace et efficiente des mini-addictions d'eau, afin qu'elles puissent durer dans le temps et que les populations puissent les utiliser à bon escient. Mais aussi pour accompagner les populations sur les notions d'hygiène, assainissement, pour que l'eau puisse rester potable. Si l'ancien système de gestion des points d'eau n'était pas de nature à pérenniser les infrastructures d'accès à l'eau, le cadre commun a choisi, de concert avec les populations, de nouveaux modes. Des associations des usagers de l'eau potable pour les addictions d'eau et des comités de gestion pour les pompes à motricité humaine et les puits à grand diamètre. Au niveau du village, de la fraction, on a appuyé la communauté pour qu'il puisse être formé l'association des usagers d'eau potable. Cette association est formée pour pouvoir mieux gérer et défendre les intérêts des usagers de l'eau potable au niveau de leur communauté. L'eau potable est gratuite, mais le service de l'eau ne l'est pas. Un travail de fond a été mené par les 6 structures sur le terrain pour mettre en place un mécanisme huilé de réparation des pompes et adduction d'eau. Il fallait former 2 artisans réparateurs par commune qui sont dotés de matière de travail. Nous avons, au niveau de la commune, les numéros sont partis au niveau des radios libres pour que chaque comité de gestion sache qu'un artisan réparateur est là ou 2 artisans réparateurs sont là au niveau de la commune et que s'il y a un problème, on fait seulement appel à l'artisan réparateur pour qu'il vienne réparer la panne. Ces réparateurs villageois, cela veut dire que ce sont eux qui interviennent chaque fois quand il y a des petits problèmes. Pour les graissages de la pompe, les petits problèmes, ce sont eux qui les réparent. Et en même temps, il y a aussi les artisans réparateurs qui ont été formés. Au niveau de chaque commune, il y a au moins 2 artisans réparateurs. Ces artisans réparateurs, ce sont eux qui font les grosses réparations. Par exemple, s'il y a une grosse panne que les réparateurs villageois ne peuvent pas réparer, il fait appel à l'artisan réparateur. Et chaque artisan réparateur a été outillé de matériel qui se trouve au niveau des mairies. Donc, si réellement ils suivent ce qui a été dit et ce qui a été fait, en tout cas, et je crois que les ouvrages vont beaucoup durer sans tomber en panne. Mais l'aspect hygiène-assainissement n'a pas été omis. Des sensibilisations et autres mesures ont été enseignées
pour que l'eau mise à disposition reste propre de la source à la consommation. Ces activités sont entre autres comme la sensibilisation autour de la chaîne de l'eau, c'est-à-dire comment en allant puiser l'eau, rendre les récipients propres, en les transportant, les fermer, que l'eau garde sa propriété. Et puis en les conservant aussi, les récipients dans lesquels les gens doivent conserver l'eau pour la consommation, pour autre chose, l'eau doit garder sa propriété. Dernière activité phare autour de l'intermédiation sociale, c'était l'hygiène, du moins c'était l'assainissement. L'assainissement tourne autour de l'entretien de latrines, l'utilisation correcte des latrines, c'est-à-dire la différence entre la défécation à l'air libre et l'utilisation des latrines, l'importance. Ensuite, les eaux de ruissellement, c'est comme l'entretien du point d'eau. Quand l'eau sort au niveau de la pompe, l'eau est très propre. Maintenant, l'usager peut les contaminer. Dans les transports aussi, ça peut être contaminé si le récipient n'est pas fermé. Aussi, pas seulement l'hygiène assainissement, on a contribué aussi à renforcer les capacités des organes qui gèrent les points d'eau. Chaque matin, il y a des femmes qui viennent pour nettoyer les puits avant qu'on ne commence à puiser l'eau. Quand on ferme à 18h30, le lendemain, il faut qu'on balaie. Donc les femmes sont organisées pour cela. Notre intervention visait à avoir de l'eau potable. Donc d'où nous avons fait des analyses effectivement. Et l'aménagement des surfaces que nous avons eu à réaliser, c'est faire des couvercles au niveau des puits pour que ces puits soient protégés des différentes contaminations qui peuvent venir de l'extérieur. Donc on a fait des couvercles soit en dalles, des dalles de béton ou en métallique en fonction de la demande de la population. Donc c'est essentiellement effectivement de l'eau de qualité que nous avons produit pour la population. La formation a été l'un des axes importants du travail de terrain. Formation à l'endroit des bénéficiaires, des services techniques et des membres des comités de gestion en vue d'une meilleure gestion des points d'eau. Nous avons mis en place 20 comités de gestion, c'est-à-dire un comité de gestion par point d'eau. Et nous avons formé les comités de gestion. Donc nous les avons équipés pour qu'ils assurent l'entretien, la maintenance et l'hygiène autour de ces points d'eau. Nous avons mis en place des relais communautaires d'hygiène, c'est-à-dire des volontaires dans les communautés que nous avons ciblés pour les former sur les notions de base d'hygiène et d'assainissement, pour qu'à leur tour, ils sensibilisent les autres membres de la communauté. Nous les avons formés, nous les avons équipés avec les boîtes à images. Les boîtes à images, ce sont des photos qui montrent les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques d'hygiène. Nous avons eu aussi à organiser des formations à l'endroit des élus, des formations à l'endroit de nos agents aussi, comme une formation sur la qualité et sur l'analyse de la qualité de l'eau, une formation sur l'intermédiation sociale pour que les élus, notamment les maires, savent leur rôle et responsabilités dans le suivi des comités de gestion. En un an, le projet CCWash LRRD a réhabilité 156 points d'eau dans les 3 régions du nord du Mali et le nord de la région de Mopti. 135 points d'eau par les ONG et 15 adductions d'eau sommaire et adduction d'eau potable par l'UNICEF. Ici, à Beriz, en banlieue de Tombouctou, comme à Wani, en zone rurale de Tombouctou, les populations ne tarissent pas d'éloges pour les ONG avec lesquelles elles ont travaillé sur la réhabilitation des points d'eau. On est très contente, très heureuse, vraiment, parce qu'on a chanté tout de suite l'eau là. On a dit il faut amener l'eau qui est propre et les garder aussi propre pour subvenir ses besoins. Et pour être propre, il faut l'eau. L'élevage de mer, vous avez fait les sensibilisations, les gens ont vu. Donc il n'y a rien sans l'eau, il n'y a rien. L'eau, c'est la vie. Aujourd'hui, grâce à ce puits, nous avons de l'eau potable. Les femmes et les enfants sont propres.
les mamans appliquent l'hygiène à ce puits. Elles pratiquent le lavage des mains et prennent des mesures pour que l'eau reste propre. Nous remercions vraiment les animateurs qui sont sur le terrain. Et puis c'est fermé. Un enfant ne peut pas tomber dedans. Ces réalisations auront permis de réduire les corvées d'eau qui reviennent aux femmes et d'améliorer le cadre de vie de milliers de personnes. Aujourd'hui, avec l'eau potable, on est épargné des maladies. Ça va très bien maintenant. Le projet aura eu l'avantage de rendre disponible sur le terrain un réseau de gestionnaires de l'eau, de réparateurs de pompes, de fournisseurs de pièces de rechange qui comprennent mieux leur rôle dans l'accès des populations à l'eau potable dans leurs localités respectives. À la disponibilité de ces compétences s'ajoute celle des services techniques de l'eau grâce au plan de formation élaboré et exécuté dans les zones de couverture du projet. Autre acquis du projet, les résultats des études préalablement menées sur le secteur de l'eau. On a eu aussi à participer à l'élaboration des documents projets, dans ce sens des stratégies de formation que le cadre commun a mis en place. Il y a aussi les documents de plaidoyer. En fait, ces documents de plaidoyer devraient aussi nous servir à donner une autre orientation du projet pour avoir plus d'efficacité. Comme vous le savez, ça a pris un peu de retard. Mais bon, ça a pu servir quand même. Mais je crois que s'il y aura un nouveau cadre commun, peut-être que ça va être beaucoup plus, ces éléments de réponse, les résultats pourront beaucoup plus nous aider que ces cadres communs actuels. Les besoins en eau restent énormes et pour les humains et pour le bétail. Pour la région de Gao, presque 70% de la région n'a pas été couvert. Milieu nomade, même dans certains milieux sédentaires, là où il y avait la crise, ça n'a pas été couvert. Donc il reste toute cette partie-là. Et en même temps, il y a aussi des zones qui n'ont pas du tout de point d'eau parce que jusque-là, on n'a fait que des réhabilitations. Maintenant, on a besoin de nouveaux ouvrages. Il faut créer de nouveaux ouvrages dans les villages aussi où il n'y a pas de point d'eau. Et il y a des villages aussi où les points d'eau sont très insuffisants. Il y a peu de points d'eau. Là aussi, il faut augmenter le nombre de points d'eau pour donner satisfaction à la population. À peu près, il y a 70 villages qui sont dans des situations de ce genre. Le programme ne prenait en compte que les réhabilitations. Alors que pour changer quand même d'une façon radicale la couverture en eau, il faut faire des nouvelles créations. Mais malheureusement, le projet ne prévoyait pas de nouvelles créations. Sinon, les besoins quand même restent immenses pour la région. Parce qu'il n'y a eu que des réhabilitations, c'est des points d'eau qui existaient déjà. Et il n'y a pas eu de nouvelles créations, alors que le taux de couverture dans la région est très faible. Donc, à peu près 27,4%. Donc, la nécessité de réaliser de nouveaux points d'eau est indispensable pour pouvoir améliorer ce taux. Parce que la région dispose aujourd'hui de 93 villages-sites qui ne disposent d'aucun point d'eau moderne. La pression reste forte sur les points d'eau opérationnels, laissant apparaître les besoins qui restent à satisfaire encore dans les zones couvertes. Il y a plein de villages où nous avons réhabilité le point d'eau, mais la pression autour du point d'eau est énorme. Voilà. Un point d'eau est fait pour 400 personnes, mais vous êtes dans des villages de 1000 personnes autour du point d'eau. 1000 personnes pour un ouvrage qui est destiné à 400 personnes. Vous voyez que c'est déjà, la pression est double. Le point d'eau potable ici à Kabara ne suffit pas. On se réveille à 5 h du matin et jusqu'à 14 h, on est devant les points d'eau. En plus, la quantité qu'on y trouve ne suffit pas. Si tu te réveilles à 5 h du matin, tu ne peux avoir que 2 à 3 seaux d'eau potable par jour, alors que ces 2 à 3 seaux ne suffisent pas pour les besoins quotidiens. Une nouvelle phase du projet cadre commun en eau, hygiène et assainissement s'impose. Elle pourrait prévenir des maladies liées à la consommation d'eau de mauvaise qualité. Cette nouvelle phase pourrait concerner les réhabilitations, tout comme la création de nouveaux points d'eau.
la disponibilité d'études sur les besoins, sur la gestion et l'existence de ressources humaines au niveau des régions et l'expérience accumulée lors de cette phase pilote de réhabilitation constituent autant d'atouts sur lesquels se basent les acteurs pour bâtir une deuxième phase. Dans un territoire vaste et aride qui constitue le Nord Mali, avec un contexte sécuritaire instable et face aux énormes besoins qui restent à combler, les difficultés à surmonter sont nombreuses. Mais aucun effort ne sera ménagé par les acteurs afin de relever les défis et apporter de l'eau potable aux communautés, contribuant ainsi au bien-être des populations et au développement de notre pays.